Yaorana Kahanui, après avoir fait le bébé entre 0 et 1 an, puis l'enfant entre 1 à 3 ans, attaquons-nous à l'enfant entre 4 et 6 ans, l'affinage des gestes, la structuration de sa pensée et le début de l'école. Et oui, comme la dernière fois, nous recevons Delphine Guyot qui est pédiatre, Yarana. Yarana. Et puis cette fois-ci, nous avons Pierre Boucher, médecin scolaire, Yarana. Yorana. Votre enfant quitte la petite enfance, il n'est plus nourrisson, il est enfant et il se prépare à entrer à l'école, à se faire des amis, comment son développement évolue à cet âge. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. À 4 ans, les progrès dans tous les domaines sont conséquents, hein. Langage, motricité, attention sur le plan social. Il comprend les règles, les limites, les interdits. Bien sûr, si on les lui explique, il commence à savoir exprimer des émotions de base, joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, et il aime se donner en spectacle. C'est les enfants, puis de 5 à 6 ans, il connaît les jours de la semaine, il compte au moins jusqu'à 10, il sait décrire une image. Bien sûr, chaque développement sera différent, mais Delphine, on commence avec la première chose qui vient en tête quand on parle des enfants de cet âge-là, entre 4 à 6 ans, c'est l'école, l'apprentissage. Ça sera une pierre angulaire de son développement. La réponse va être oui et non, parce que ça va dépendre aussi des sociétés dans lesquelles on évolue, à vrai dire. Donc, en Polynésie française et en France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. C'est assez récent, en fait. Elle n'a été mise obligatoire, elle était avant obligatoire à partir de 6 ans. Et il y a encore de nombreux pays dans le monde où elle n'est obligatoire qu'à 6 ans. Donc, dire que c'est une pierre angulaire, non, mais par contre que ça peut aider à donner un cadre, à surveiller le développement de certains apprentissages, parce que les parents ont aussi une vie active et qui peuvent être un peu démunis et manquer de repères, là oui. Un cadre social, émotionnel, un cadre de vie, de rythme de vie. C'est vivre en société. Comme on l'a dit sur les émissions précédentes, jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, au moins jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, l'enfant n'a pas besoin, en vérité, d'avoir des petits copains ou des petites copines. Il a besoin d'avoir un adulte qui s'occupe de lui et qui le conduit vers l'autonomie. Dépasser effectivement cet âge-là, à partir de 3 ans, là, il y a des règles qui font qu'on apprend le vivre ensemble. On pense au rythme pour ceux et celles qui ont des enfants qui sont à l'école. Il y a toujours une petite phase d'adaptation où on se dit, bon, il va falloir commencer à se coucher à des heures fixe, de se lever à des heures fixes, et puis pour habituer finalement l'enfant à rentrer dans ce rythme de vie, à savoir se coucher tôt, pour se lever tôt, pour aller à l'école, s'épuiser, enfin sortir toute cette énergie et recommencer ce cycle. Le rythme est important en tout cas dans la mise en place pour commencer à l'école. Oui, le rituel est important parce que ça donne des repères dans le temps. Et aussi dans l'espace à l'enfant, et ça lui donne l'occasion d'avoir des moments effectivement de plus calme pour faire reposer toute cette énergie qu'il a besoin de dépenser. Justement, Pierre, cette tranche d'âge, hein, et surtout, je suppose à l'école, ça va être stratégique pour le repérage de certaines difficultés à l'école? Oui, évidemment, nous on va pouvoir, en fait déjà en médecine scolaire, il faut savoir qu'on se déplace dans les écoles pour voir les enfants. Et effectivement, on va les voir avec nos infirmières pour évaluer plein de choses. Notamment, on va rechercher déjà des trucs tout bêtes, mais on va vérifier l'audition, la vision. On va aussi regarder des choses toutes bêtes. On va regarder les oreilles. On va regarder leur développement. Donc, tu as parlé de développement psychomoteur. C'est-à-dire la manière dont leur cerveau va réussir à gérer la manière dont ils vont se déplacer dans l'espace. On va regarder aussi leurs émotions, voir comment ils se comportent en classe avec leurs autres camarades. Et puis, ce qu'on appelle les apprentissages, dont tu as parlé aussi, les apprentissages, ça va être effectivement l'apprentissage de la société et de vivre avec les autres, mais aussi de savoir écrire son prénom, de savoir recopier des formes simples, comme par exemple un bonhomme ou un carré, un cercle, des choses comme ça. Est-ce que le fait d'avoir des difficultés dans ces tâches qui peuvent être simples ou juste tenir un crayon découpé, est-ce que ça doit être systématiquement préoccupant?
En fait, non, c'est-à-dire que déjà, ça dépend à quel âge, parce que là, on parle de l'enfant de 4 à 6 ans, et en fait, entre 4 et 6 ans, il se passe quand même beaucoup de choses. C'est une tranche un petit peu grande pour Un pouvoir petit se peu. dire... Disons que nous, surtout, on se fixe sur les élèves qui ont 5 ans, qui sont en grande section de maternelle, parce que c'est vraiment l'année juste avant de passer en primaire, en CP. Donc, c'est une année charnière où ces enfants doivent acquérir toutes les compétences pour rentrer dans la lecture, l'écriture, etc., dans les vrais apprentissages de l'école. Et donc, effectivement, on peut avoir des difficultés, mais c'est à nous, les professionnels de santé, avec bien sûr le personnel enseignant, de mettre des limites et de voir à quel moment ça pose vraiment problème. Souvent, c'est des petites choses qui sont vraiment toutes bêtes. Par exemple, la mauvaise tenue du crayon. Si l'enfant tient mal le crayon, c'est peut-être parce qu'on lui a mal expliqué. Et donc, en fait, quand on lui remet le crayon correctement dans la main, finalement, il arrive bien, etc. Donc, c'est pas toujours facile à déterminer, mais c'est pas forcément négatif. Donc on parlera aussi beaucoup de préhension, mais aussi et surtout d'émotion. Delphine, les enfants de 4 à 6 ans, ils apprennent tout doucement à gérer leurs émotions, comme la colère ou la frustration. Lors de la précédente émission, on parlait de ces fameux non, des négations qui n'étaient pas forcément comprises. Là, elles le sont. Et donc, ils apprennent à gérer ça petit à petit. Ils apprennent à gérer ça. Est-ce que les parents doivent savoir? Parce qu'on a souvent cette remarque-là quand les enfants rentrent à l'école et qu'ils font les premières rencontres avec le maître ou les maîtresses, où on leur décrit l'enfant qui ne correspond pas à celui qu'ils ont à la maison, mais parce que l'enfant, tout ce qu'il va contenir en fait dans la journée va être un peu en expression explosive à la maison le soir et être un peu vécu comme de la turbulence ou de la désobéissance en vérité. Et oui, le fait d'être plusieurs personnes du même âge, de devoir partager, de faire des activités un petit peu différentes, tout ça va s'apprendre au fur et à mesure, effectivement. Est-ce que ces poussées à l'école, ces poussées émotionnelles, est-ce qu'elles sont considérées comme normales à cet âge-là? En fait, c'est normal d'exprimer sa colère, sa frustration dans certaines situations. La barrière, elle se situe lorsque c'est trop fréquent, lorsque ça a des répercussions véritablement sur l'ensemble de la classe. Si l'enfant il fait tellement de colère que la classe peut pas être suivie, là souvent c'est qu'il y a une problématique. Si l'enfant fait une colère une fois de temps en temps, une fois toutes les 3 semaines, ça va, ça reste. Donc ça dépend de la fréquence, de l'intensité et des répercussions que ça va avoir sur sa scolarisation. Par exemple, avoir un enfant qui va commencer à présenter des signes de violence envers ses camarades, tout de suite là, ça devient hors cadre. Si c'est une fois et parce qu'on lui a volé ses billes et que voilà, et que ça dépend encore une fois de l'intensité, Oui. Mais effectivement on a des enfants dont on voit qu'il y a de la violence récurrente et là à ce moment-là il faut qu'on sache pourquoi, comment ça se passe à la maison, est-ce qu'il a des antécédents de santé, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer cette frustration. Et effectivement après on peut découvrir parfois un trouble qui explique cette violence. Delphine, c'est normal d'observer des émotions très intenses à cet âge, comme la colère, la frustration. C'est une étape qui est normale dans le développement. Et comme on l'a déjà dit lors des précédentes émissions, il faut vraiment se rassurer. Chaque enfant a son rythme. S'il y a des petites crises, ça reste normal, encore une fois, même à la maison, par exemple. Oui, les crises, il y en aura durant toute l'enfance et on ne parle même pas encore de l'adolescence. Donc, et même en tant qu'adulte, oui. Pour être honnête. Oui, exactement. Donc oui, elles sont normales, mais comme disait Pierre, tout va dépendre de leur fréquence et de la manière dont l'enfant va peut-être répondre au cadre qu'on essaye de remettre. Si à l'explication de c'est bien, c'est pas bien, là ça fait mal, tu vois, etc. L'enfant semble l'entendre, le comprendre et effectivement ne reproduit pas ce comportement qui aurait pu être violent ou gênant. Bon voilà, il a testé et puis on avance. Mais si on ne répond pas aux différentes sollicitations ou encadrements ou accompagnements qu'on peut proposer, donc là effectivement ça peut être problématique. Des choses qui peuvent apporter des troubles, par exemple, que ce soit dans le développement ou dans l'expression des émotions, je suppose que ce sont les écrans, Pierre. On en parle beaucoup finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est important à répéter même à cet âge-là? Oui, bien sûr, à cet âge-là, 4 à 6 ans, le temps d'écran conseillé maximum, c'est 10 minutes par jour, pas tous les jours, sans réseaux sociaux,
pas le soir. Enfin voilà. Donc effectivement, moi, ce que je vois au quotidien dans les enfants que je vois qui ont des problèmes, la grande majorité sont surexposés aux écrans. Et on sait que la surexposition aux écrans freine le développement du cerveau, freine le développement de la gestion des émotions. Et donc forcément, ça va avoir un impact négatif. Et très souvent, un enfant, c'est normal, un enfant de 5 ans qui joue à des jeux de guerre 6 heures par jour, forcément, il va avoir envie de reproduire ces jeux de Exactement. guerre à l'école. Voilà. Donc, on se doute que ça peut avoir aussi un impact sur d'autres pans de son développement. Par exemple, Delphine, le langage. J'ai déjà pu voir des enfants, à force de regarder des dessins animés où les personnages ne parlaient pas, eux-mêmes avaient des problèmes de langage, par exemple. Alors, je ne suis pas professionnel, mais je suppose que ce sont des choses qu'on peut rencontrer. Oui. Alors, il y a un gros impact, on en a déjà discuté avant l'âge de 3 ans, sur le développement du langage. Ensuite, sur les troubles du langage qui peuvent être dépistés entre 4 et 6 ans, il va y avoir plusieurs axes. Il va y avoir l'axe de la prononciation, parfois tolérable selon la progression, comme certains petits zozotements ou chuintements qui peuvent être un signe d'immaturité et vont se corriger. Donc, il faut le repérer, il faut le suivre et éventuellement orienter vers des professionnels, notamment les orthophonistes si besoin. Il y a aussi le développement du vocabulaire, c'est-à-dire l'enfant qui va rester avec le même champ lexical de mots, qui va avoir du mal à apprendre des nouveaux mots. Du coup, ça va freiner sur le reste, parce qu'on va avoir du mal après sur le raisonnement ou élargir un peu sa curiosité, sa mémorisation également. Comme l'enfant est en plein apprentissage, je suppose que repérer par exemple des troubles du langage, Pierre, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour les enfants ou ça se repère quand même assez rapidement? Alors, nous, on a des tests pour les évaluer. On sait, en fait, un enfant de, par exemple, entre 4 et 6 ans, c'est un enfant qui est censé faire des petites phrases construites, qui est censé pouvoir raconter une histoire. C'est souvent un enfant aussi qui est curieux, qui va poser plein de questions. Et donc, nous, on a des tests aussi, où on leur montre des images, ils doivent décrire ces images. Et on sait qu'est-ce qu'un enfant de cet âge-là est censé avoir comme vocabulaire. On sait aussi quelle prononciation il est censé avoir, parce que effectivement, parfois on a des petites difficultés d'articulation, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un trouble installé. Effectivement, souvent c'est juste une immaturité, etc. Mais donc nous, on a les outils pour justement dépister ce qui est du retard de langage et parfois même du trouble du langage. Il y a une différence entre retard et trouble. Il faut vraiment bien pouvoir scinder les deux choses, puisqu'un retard, ça va être entre guillemets rattrapable, alors qu'un trouble, c'est vraiment un diagnostic. En fait, exactement, ce qu'on appelle trouble, ça fait partie de ce qui sont les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, dans le développement de son cerveau, parfois, le développement va se faire d'une manière différente et qui fait que la partie du cerveau qui va gérer tout ce qui est langage va se développer moins bien. Les causes sont vraiment multiples, ça peut être génétique, ça peut être des problèmes pendant la grossesse, l'accouchement, enfin plein de choses. Et donc, ça, pour le coup, c'est un diagnostic. On parle de trouble du langage oral, ce qu'on appelait avant dysphasie, trouble du langage écrit, ce qu'on appelait dyslexie avant. Et nous, au début, on remarque qu'il y a un retard de langage, et notre but, ça va être de savoir est-ce que c'est un trouble du langage qui nécessite un suivi orthophonique, etc., des aménagements, ou est-ce que c'est juste un retard à cause d'une immaturité ou de trop d'écran ou de ceci, cela. Voilà. Ça va être un peu la même chose, je suppose en termes de développement physique. Tu nous donnais l'exemple de cet enfant qui reste 6 heures devant un jeu vidéo, par exemple. Oui. Rester 6 heures, obligatoirement, il y a moins de mouvement. Et donc, en partant dans ce sens, il peut y avoir aussi des troubles. Exactement, ou même plutôt de l'inverse, c'est-à-dire de l'hyperactivité. Par exemple, on parle beaucoup des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Okay. Et en fait, ça se manifeste par des enfants qui ne tiennent pas en place, qui ont des problèmes de concentration, etc. Parce qu'ils ont besoin de sortir cette énergie. Voilà, et donc ça, c'est un vrai trouble neurodéveloppemental. On sait que c'est un vrai diagnostic, mais la part des choses est très souvent complexe chez le jeune enfant, de savoir que si c'est un enfant qui est 6 heures par jour sur les écrans, sur des jeux violents, est-ce que c'est un vrai TDAH ou juste une surexposition aux écrans? Ça, c'est difficile. Et donc, ça, c'est le travail du professionnel, d'interroger la famille, de savoir comment ça se passe, de faire des bilans et de voir en fonction de la rééducation comment ça se passe et donc est-ce que c'est un trouble ou juste
un retard ou à cause de surexposition. Delphine, ça nous permet de bien insister sur le fait que l'enfant a besoin de s'exprimer, a besoin de sortir toute cette énergie. Ne pas la sortir, ça peut le frustrer, ça peut amener à d'autres de troubles. Bon, bien sûr, si c'est beaucoup trop imposé, mais c'est important pour lui de dépenser toute cette énergie. C'est important et puis le dialogue familial est important et finalement l'éducation des parents ou des grands-parents ou des personnes qui s'occupent de l'enfant également, parce que pourquoi on met cet enfant aussi devant la télé? C'est souvent parce que faut avoir l'énergie pour faire les activités avec lui, pour sortir, pour changer d'activité régulièrement, pour accepter que l'activité qu'on va proposer n'est peut-être pas toujours celle désirée par l'enfant et savoir rebondir. Donc oui, il y a besoin de cet accompagnement, de savoir un peu retâtonner le terrain de l'enfant pour l'aider au mieux. Donc l'accompagner, comprendre, lui faire comprendre que ce soit son énergie, ses émotions, les règles, etc. Surtout en particulier des règles, puisque finalement à l'école, il ne pourra pas faire tout ce qu'il a envie, il ne pourra pas parler comme il en a envie ou exprimer ses sentiments ou ses émotions comme il en a envie. Donc lui apprendre tout ça, c'est important. Notre rôle de parent, c'est de pouvoir être là pour lui à chaque étape de son développement. Oui, tout à fait. Et puis de travailler, donc quand on arrive en âge scolaire, dans le même sens que les enseignants ou les médecins, notamment les médecins scolaires qui vont suivre les enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de façon négative ou comme se sentir coupable ou pointer du doigt parce qu'on arriverait à dépister un trouble chez l'enfant ou un retard. Le but, c'est de travailler ensemble pour que cet enfant puisse continuer à progresser. L'enfant qui progresse petit à petit, qui prend parfois des risques, puisqu'en jouant, en courant, en sautant, il peut se faire des petits bobos par inadvertance ou des grands bobos. Et c'est aussi dans ce sens-là que tu interviens, Pierre. Il ne s'agit pas que forcément du développement, mais aussi la sécurité des enfants. Oui, alors moi je suis pas tous les jours à l'école, mais effectivement on va regarder est-ce que l'enfant se blesse régulièrement ou est-ce que c'est de temps en temps. Et très souvent quand on fait des visites dans les écoles, dans la cour de récréation, les enfants ils courent partout et il y a forcément de temps en temps des petits accidents, des coupures, etc. Mais voilà, généralement c'est des choses relativement simples. Mais effectivement, de temps en temps, il y a des enfants qui se blessent beaucoup et là, ça doit nous interroger, se demander pourquoi. J'allais te poser la question, est-ce que ça peut représenter quelque chose Oui, il y a des enfants qui n'ont pas la notion forcément du danger et qui sont trop un enfant qui va être trop brutal, soit même vis-à-vis de lui-même, soit se taper par exemple lui-même ou taper ses camarades. Donc ça arrive et donc ça, pour le coup, ça doit faire interroger. Enfin, en tout cas, il faut savoir un petit peu plus. Et il est important de le rappeler, on l'avait déjà fait sur les autres émissions, mais encore une fois que chaque enfant se développe à son rythme, même s'il y a des petits retards, même s'il y a des différences, Delphine, laisser son enfant évoluer 4 à 6 ans, c'est encore tôt, c'est encore jeune, donc c'est important. Oui, tout à fait. Et c'est toujours ces normes et ces standards que les parents regardent, sont à l'affût, vraiment, est-ce qu'il sait faire comme le voisin, le cousin à tel âge, comme si la précocité pouvait nécessairement être un signe d'intelligence. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez stressant en fait pour les parents et finalement remettre une pression sur l'enfant. Également. C'est important ce que tu viens de dire. La précocité n'est pas forcément un signe d'intelligence. Ça peut mettre une certaine pression aux enfants sans forcément qu'on s'en rende compte, mais ils sont assez jeunes, Pierre, pour se rendre compte de cette pression qu'on leur met, de vouloir être dans la compétitivité. En fait, on se rend compte, nous, en tant que professionnels de santé, que les enfants, ce sont des éponges. Et très souvent, lorsque vous avez 2 parents super stressés qui veulent tout faire, etc., vous récupérez un enfant qui a des difficultés, qui est hyper stressé. Et ça, on le voit vraiment, c'est quelque chose. Et donc, il faut se dire, l'enfant, il va grandir. Moi, je dis toujours aux parents, de toute façon, ton enfant, il va forcément progresser. C'est très rare que ça stagne. Et il va forcément finir par apprendre à lire, à écrire. Le but, c'est de l'accompagner, d'adapter les apprentissages en fonction de ses difficultés, de ses points forts, ses points faibles, mais voilà, sans en faire un champion ou vouloir absolument qu'il soit le meilleur de tous, etc. Faut pas oublier notamment une chose, que les enfants, entre celui qui est né le 31 décembre et celui qui est né le 1er janvier, ils ont 11 mois et 30 jours d'écart. Et pourtant, ils sont dans la même classe.
Donc, fait. quand c'est en petite section de maternelle ou moyenne section de maternelle, ils ont 1 an d'écart. C'est normal que celui de la fin de l'année puisse avoir un peu plus de difficultés que celui qui est du début de l'année. C'est normal, ils n'ont pas du tout le même âge. Bien sûr. Et si tu avais un seul conseil, on va dire, à donner aux parents qui ont des enfants dans cette tranche d'âge, ça serait lequel? Ça serait, on revient sur les écrans? Ce serait de passer le plus de temps à leur parler et à jouer avec eux. Et à jouer avec eux à des jeux qu'on appelle des jeux de faire semblant. Je fais semblant que je suis le magicien et tu es, voilà, ceci, cela. Et leur faire des jeux de construction. Un enfant, il a besoin d'interaction sociale. Donc d'interaction avec ses proches, la famille, puis un peu après avec les amis, etc. Et il a besoin d'entendre et d'emmagasiner du vocabulaire. Comme j'ai dit, un enfant, c'est une éponge. Donc plus vous lui parlez pendant les repas c'est fait pour manger, mais c'est aussi fait pour raconter notre journée, nos émotions positives, négatives. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est si vous voulez aider vos enfants, parlez-leur, jouez avec eux. Alors c'est bidon, hein, ça paraît évident, mais c'est la réalité, c'est ça qu'il faut faire le plus. Et de ton côté, Delphine, rapidement pour conclure cette émission. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. Mais le parent qui rentre, qui lui-même se met sur son téléphone et qui du coup laisse l'enfant ou les enfants jouer un peu entre eux et qui dans l'imitation vont finir devant un écran, tout ça est absolument contre-productif pour l'enfant. Il a encore besoin à cet âge-là et même au-delà d'être accompagné et le dialogue se construit dès tout petit pour la confiance ultérieure. L'enfant qui consolide ses gestes, ses émotions, sa pensée, repérer, accompagner, rassurer, c'est donner à chaque enfant les meilleures chances d'entrer dans cet apprentissage avec encore une fois beaucoup de bienveillance et de la présence, c'est ce qui est le plus important. Comme d'habitude, on termine votre émission avec votre question express en images. Yarana, je m'appelle Heifara Martin, je suis la chef d'établissement de l'école Saint-Michel, qui a la particularité d'avoir 2 sites, un site de l'école maternelle et un site de l'école élémentaire à Pirée. Le premier rôle de l'école maternelle, c'est de sociabiliser l'enfant. C'est donc qu'il arrive à évoluer avec ses autres camarades, qu'il arrive à apprendre, qu'il s'épanouisse. Et c'est vraiment le faire grandir, mais grandir dans un cadre sécurisant et avec des apprentissages qui lui sont proposés en fonction de son âge, en fonction de ses compétences et qui lui permettent après d'aller à l'école élémentaire en toute sécurité et toute confiance. Donc l'enfant apprend à attendre son tour, à parler quand il faut, à ne pas déranger quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. Mais ce sont bien des règles établies pour la vie en collectivité. En fait, on ne peut pas dissocier les 3 indicateurs. Le cadre est nécessaire parce qu'il pose l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer en sécurité. Les autres enfants, eux, représentent le moteur. C'est un moteur, ils vont aider l'autre enfant à évoluer, comme ils vont aider l'autre enfant à se calmer, comme ils vont aider l'autre enfant à progresser. C'est une collaboration entre eux, donc on ne peut pas non plus l'enlever. Et enfin, c'est l'adulte accompagnant qui joue un rôle important dans ce cadre-là. Donc ce sont vraiment les 3 indicateurs qui sont nécessaires pour progresser. Alors, ce qui complique le plus, c'est la diversité des parcours des enfants qu'on accueille, la diversité familiale de ces enfants. Certains arrivent à l'école déjà autonomes, on va dire, avec une culture scolaire que d'autres n'ont pas. Donc, on a des enfants qui vont évoluer beaucoup plus vite, qu'il faut continuer à nourrir en leur donnant davantage pour apprendre et progresser, alors qu'on a d'autres élèves qui, eux, sont encore en insécurité affective et qui ont besoin de l'attention de l'enseignante ou de l'aide maternelle et qui ne peuvent pas forcément toujours attendre. Et donc, ça génère beaucoup de tensions dans la classe puisqu'on a des enfants qui ne savent pas gérer leur frustration.
Le plus compliqué aujourd'hui, c'est que l'enseignante arrive à maintenir un équilibre entre ceux qui sont de culture, qui sont habitués à lire, à écouter, à avancer, à progresser, et ceux qui, au contraire, sont encore en insécurité affective et qui demandent beaucoup d'attention et qui, en plus, n'acceptent pas d'attendre. C'est très compliqué. On termine avec un seul site et c'est celui-là. Naître et grandir, vous découvrirez le développement affectif, la motricité fine, la motricité globale, le développement cognitif, le langage ou encore le développement social. N'hésitez pas, sur le site en lui-même, il y a de tout et n'importe quoi, que ce soit les maladies, que ce soit le développement, les 1000 premiers jours ou comme aujourd'hui de 4 à 6 ans. Merci beaucoup Delphine d'avoir été présente dans notre émission pour la troisième fois d'affilée finalement pour ces émissions autour de l'enfance. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Pierre de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. En attendant, bonne soirée. Maururu itotato farerir a trahoma parhena.